Le couteau glissait sur la peau dorée de la poire quand j'ai entendu mon mari dire que je le dégoûtais. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas pendant une dispute. C'était juste une conversation au téléphone, l'une de celles qu'il pensait que je ne pourrais pas entendre à cause du bruit du robinet ouvert. Mais j'ai entendu chaque mot, chaque syllabe empoisonnée qui sortait de la bouche de l'homme avec qui j'avais partagé 23 ans de ma vie. Cet hippopotame gros me dégoûte, maman. Tu ne comprends pas. Je ne supporte que parce que j'ai besoin de son argent. Quand elle mourra, ou quand je réussirai à sortir de ça intelligemment, je pourrai enfin vivre. Mes doigts ont serré le manche du couteau si fort que j'ai senti le bois s'enfoncer dans ma paume. L'odeur sucrée des fruits coupés s'est mélangée à quelque chose d'amer qui est monté de ma gorge jusqu'à ma bouche, comme si mon propre corps voulait expulser toute cette douleur d'un coup. Mais rien n'est sorti, ni larmes, ni cris, juste un silence si lourd qu'il semblait aspirer tout l'air de cette cuisine. Je m'appelle Mireille d'Argent. J'ai 48 ans et je pèse 110 kilos. Toute ma vie, j'ai essayé d'être suffisante. Suffisante pour mes parents, morts trop tôt, et qui m'ont laissé un héritage que je n'avais jamais demandé. Suffisante pour Laurent, qui m'a promis un amour éternel devant un prêtre et devant Dieu, mais qui parlait maintenant de moi comme si j'étais un fardeau ambulant. Suffisante pour moi-même, bien que cela soit devenu de plus en plus impossible. J'ai fermé le robinet. Le silence de la maison a tout englouti. J'ai posé les poires coupées dans l'assiette, essuyé mes mains sur le tablier brodé que ma mère m'avait offert pour mes 25 ans et respiré profondément. Je devais réfléchir. Je devais comprendre quoi faire avec ce que je venais d'entendre. Mais quelque chose en moi savait déjà. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Pas après ces mots. Laurent est entré dans la cuisine quelques minutes plus tard, le téléphone toujours en main, le visage trop tranquille pour quelqu'un qui venait de détruire une vie entière avec une seule phrase. Il ne m'a même pas vraiment regardé. Il a juste pris une poire dans l'assiette, l'a mordue avec cette indifférence que je connaissais si bien et a marmonné quelque chose sur sa faim avant le dîner. « Ça va être long ?» a-t-il demandé en mâchant bruyamment, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. « Non !» ai-je répondu, et ma voix est sortie étrangement calme. « C'est presque prêt. » Il a hoché la tête sans me regarder et est sorti de la cuisine. J'ai entendu ses pas lourds monter l'escalier en bois qui grinçait à la 3e marche, celle que je lui demandais toujours de réparer, mais qui n'a jamais été réparée. Je suis resté là, tenant ce tablier comme s'il était la seule chose réelle en ce moment, tandis que quelque chose en moi commençait à se réorganiser. Ce n'était pas encore de la colère, c'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. C'était la sensation que j'étais sur le point de me réveiller d'un rêve qui durait depuis des décennies. Ce soir-là, nous avons dîné en silence. Il a mangé tout ce que j'avais mis dans son assiette, a complimenté la sauce au vin que j'avais préparée et a même souri quand j'ai dit que j'avais acheté ce fromage comté qu'il aimait tant. Tout était normal. Tout était parfait. Comme si rien ne s'était passé. Comme s'il ne venait pas de m'appeler hippopotame. Comme si je n'avais pas entendu qu'il ne me supportait que pour l'argent. Mais j'avais entendu. Et maintenant, alors qu'il remontait ces escaliers grinçantes vers notre chambre, je savais exactement ce que je devais faire. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai appris en 48 ans, c'est que le silence peut être l'arme la plus puissante de toutes. Et j'étais sur le point de l'utiliser de la manière la plus dévastatrice possible. Si vous m'écoutez maintenant, vous vous demandez peut-être ce qu'une femme comme moi pourrait faire face à une telle humiliation. Peut-être êtes-vous curieuse de savoir si j'ai confronté Laurent, si j'ai crié, si j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de force. Mais ce n'était rien de tout cela. Ce que j'ai fait était bien pire pour lui. Beaucoup plus définitif. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, vous comprendrez que parfois, la vengeance la plus douce ne vient pas accompagnée de cris ou de violence, mais d'un calme absolu et irréversible. Avant de continuer, je veux vous dire quelque chose. Si cette histoire touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous avez déjà ressenti le poids d'être dévalorisé par quelqu'un qui a juré de vous aimer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette douleur est déjà un début de guérison. Et si vous voulez suivre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires de femmes qui ont trouvé la force là où personne ne l'imaginait, abonnez-vous à la chaîne.
parce que ce voyage ne fait que commencer, en revenant à cette nuit-là. Pendant que Laurent dormait tranquillement à mes côtés, ronflant comme il le faisait toujours après un bon repas, je suis restée éveillée à regarder le plafond de notre chambre. Le même plafond que je voyais toutes les nuits depuis plus de 2 décennies. Les mêmes fissures fines qui formaient des dessins que moi seule connaissais à force de les observer dans l'insomnie. Mais cette nuit-là, tout semblait différent. Comme si je voyais cette chambre pour la première fois. Ou peut-être pour la dernière. Je me suis levée du lit avec précaution pour ne pas le réveiller et suis descendue au bureau, à l'étage inférieur. J'ai allumé l'ordinateur que Laurent utilisait rarement et j'ai commencé à faire des recherches. Avocat spécialisé en divorce, évaluateur immobilier, conseiller financier. J'ai aussi ouvert le dossier où mon père gardait tous les documents de la maison que j'avais héritée de lui, cette belle propriété dans le 15e arrondissement de Paris qui valait une fortune et qui était uniquement à mon nom. Laurent avait toujours pensé que cette maison était à nous. Il en parlait toujours comme de notre maison, notre patrimoine, notre avenir. Mais la vérité est que légalement, judiciairement, administrativement, cette propriété était à moi. Uniquement à moi. Mes parents l'avaient achetée avec l'argent d'une vie entière de travail et avaient tout enregistré à mon nom avant de partir dans un accident de voiture quand j'avais seulement 22 ans. J'ai passé toute la nuit à prendre des notes, organiser des papiers, créer un plan. Quand le soleil a commencé à apparaître derrière les rideaux épais du salon, je savais exactement quoi faire. Chaque étape, chaque mouvement, chaque détail. Laurent est descendu pour le petit déjeuner à 7h30 du matin, comme toujours. Il a trouvé la table mise, le café chaud, les toasts croustillants et la confiture d'abricot qu'il adorait. J'étais assise sur ma chaise habituelle, buvant du thé et feuilletant un magazine de décoration. « Bonjour », a-t-il dit en bâillant. « Bonjour », ai-je répondu sans lever les yeux du magazine. Il a tout mangé, bu 2 tasses de café et a annoncé qu'il avait une réunion importante au bureau. Travail d'architecte, nouveaux projets, clients exigeants, les mêmes excuses de toujours pour passer la journée dehors et ne rentrer que le soir, trop fatigué pour toute conversation significative. « Je vais rentrer tard », a-t-il prévenu en prenant les clés de la voiture. « Pas besoin de m'attendre pour dîner. »« D'accord », ai-je répondu, et pour la première fois en année, j'ai souri. Un sourire petit, presque imperceptible, mais qui portait tout le poids de ce qui était sur le point d'arriver. Dès que la porte s'est fermée et que j'ai entendu le bruit de sa voiture sortant du garage, je me suis levée de la chaise et j'ai pris le téléphone. J'ai appelé l'avocat dont j'avais marqué la page pendant la nuit. Une femme a répondu avec une voix professionnelle et a fixé un rendez-vous pour cet après-midi même. Ensuite, j'ai appelé une agence immobilière spécialisée dans les propriétés de luxe du centre de Paris. J'ai expliqué que j'avais besoin d'une évaluation urgente et que j'étais prête à vendre rapidement si le prix était juste. « Combien estimez-vous que vaut la propriété ?» a demandé le courtier de l'autre côté de la ligne. « 3 millions d'euros, peut-être plus ?» ai-je répondu, et ma voix n'a pas tremblé une seule fois. Il y a eu une pause. « Nous pouvons être là demain matin pour une évaluation complète. » Parfait. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé autour de cette maison que je nettoyais, décorais, entretenais comme si c'était un temple sacré. Chaque meuble, chaque tableau, chaque détail avait été choisi par moi. Laurent ne s'était jamais soucié de rien de tout ça. Pour lui, cette maison n'était qu'un endroit où il mangeait, dormait et recevait occasionnellement des amis pour les impressionner avec l'emplacement privilégié et l'architecture classique parisienne. Mais pour moi, cette maison avait toujours été une belle prison, une cage dorée où je m'étais caché de la vie pendant trop longtemps. Et maintenant, enfin, j'étais sur le point d'ouvrir la porte de cette cage et de voler. L'avocat s'appelait Maître Sandrine Beaumont. Elle avait une 50aine d'années, des cheveux gris coupés courts et un regard perçant qui semblait lire à travers les mensonges avant même qu'ils ne soient prononcés. Son bureau se trouvait dans le 8e arrondissement, dans un immeuble haussmannien élégant avec des moulures au plafond et des fenêtres qui donnaient sur une cour intérieure paisible. Je me suis assise en face d'elle, les mains posées sur mes genoux, essayant de contrôler le tremblement qui menaçait de me trahir. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'adrénaline pure,
l'adrénaline de quelqu'un qui sait qu'elle est sur le point de changer sa vie pour toujours. Son bureau était impeccablement organisé, des dossiers parfaitement alignés sur les étagères en chêne massif, un ordinateur portable posé sur un sous-main en cuir bordeaux, une carafe d'eau et 2 verres en cristal sur un plateau d'argent. Tout respirait la compétence et la discrétion. « Madame d'Argent » a-t-elle commencé après avoir écouté mon histoire sans m'interrompre une seule fois, prenant des notes de temps en temps sur un bloc-notes jaune. « Ce que vous me décrivez est une situation de manipulation émotionnelle et financière. Votre mari n'a aucun droit légal sur la propriété que vos parents vous ont laissée. Elle est enregistrée uniquement à votre nom. Cela signifie que vous pouvez la vendre quand vous voulez, sans son consentement. »« Même si nous sommes mariés ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Même si vous êtes mariés. En France, les biens hérités avant ou pendant le mariage restent la propriété exclusive de l'héritier, sauf si des dispositions contractuelles spécifiques ont été prises. Dans votre cas, rien n'indique qu'il ait un quelconque droit sur cette maison. » Elle a fait une pause, enlevant ses lunettes à monture fine et me regardant directement dans les yeux. « J'ai vu beaucoup de femmes dans votre situation, Madame d'Argent. Des femmes qui pensaient être prisonnières alors qu'elles détenaient les clés depuis le début. Le droit est de votre côté. La question maintenant est, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Un soulagement immense a envahi ma poitrine. J'avais passé tant d'années à croire que tout ce qui était à moi était automatiquement à Laurent aussi. Que notre mariage signifiait que nos vies, nos biens, nos décisions étaient entrelacées de manière indissociable. Mais maintenant, assise dans ce bureau aux murs couverts de diplômes et de livres de droit, j'apprenais que j'avais toujours eu le pouvoir. J'avais juste oublié de l'utiliser. « Je veux vendre la maison », ai-je déclaré, et cette fois ma voix était ferme, presque méconnaissable à mes propres oreilles, le plus rapidement possible, et je veux partir. Maître Beaumont a hoché la tête avec ce qui ressemblait à de l'approbation. « Je peux vous aider avec ça, mais je dois vous prévenir. Votre mari va réagir. Et quand il comprendra ce que vous avez fait, la réaction pourrait être intense. »« Je sais, » ai-je répondu, « mais je m'en fiche. Pour la première fois de ma vie, je m'en fiche complètement. » Elle a souri alors, un sourire qui contenait des années d'expérience, des centaines de femmes aidées, des batailles gagnées devant les tribunaux. « Alors, nous allons procéder rapidement. Je vais préparer tous les documents nécessaires. Vous aurez besoin d'ouvrir un nouveau compte bancaire dans une autre banque. Transférez-y progressivement les fonds des comptes communs. Pas tout d'un coup, pour éviter d'éveiller les soupçons. » Elle a continué à m'expliquer la stratégie, chaque étape soigneusement planifiée comme une chorégraphie légale. Comment protéger mes actifs? Comment documenter tout ce qui pourrait être utile dans une procédure de divorce? Comment disparaître sans laisser de traces exploitables? « Vous avez des enfants ?» a-t-elle demandé. « Non, nous n'en avons jamais eu. Cela simplifie considérablement les choses. Pas de garde à négocier, pas de pension alimentaire pour enfants, juste une séparation nette. » Quand je suis sortie de son bureau 2 heures plus tard, j'avais un plan complet, détaillé, infaillible. Pour la première fois depuis que j'avais entendu ces mots terribles au téléphone, je me sentais en contrôle. Le lendemain matin, 2 agents immobiliers se sont présentés à la maison pendant que Laurent était au travail. Ils avaient été briefés par Maître Beaumont sur la nécessité de discrétion absolue. Ils prirent des photos, mesurèrent chaque pièce, évaluèrent l'état des installations, la qualité des matériaux, l'emplacement privilégié à quelques pas du métro Commerce et du parc Georges Brassens. L'un d'eux, un homme d'une trentaine d'années au costume impeccable et aux manières professionnelles, a sifflé d'admiration en voyant le parquet d'origine et les cheminées en marbre. « C'est une propriété magnifique, Madame d'Argent. Ces boiseries sont d'origine du 19e siècle, n'est-ce pas ?»« Oui, » ai-je répondu. « Mes parents les ont fait restaurer il y a 20 ans. Elles sont en parfait état, et ces plafonds moulurés. C'est rare de trouver quelque chose d'aussi bien préservé. » Il a noté quelque chose sur sa tablette électronique. Vous pourriez facilement obtenir 3 200 000 €, peut-être même plus si nous trouvons le bon acheteur. Mon cœur a bondi. C'était plus que ce que j'avais imaginé, bien plus. Avec cette somme, je pourrais recommencer n'importe où. Je pourrais vivre confortablement pendant des années sans avoir à travailler. Je pourrais enfin respirer. « Combien de temps pour la vendre ?» ai-je demandé, essayant de garder mon calme.
Pour une propriété comme celle-ci, dans cet arrondissement, avec un prix légèrement en dessous du marché pour accélérer la vente, 2 semaines maximum, peut-être même moins. Il y a une forte demande pour ce type de bien dans le 15e. Sa collègue, une femme élégante aux cheveux auburn, a ajouté « Nous avons déjà plusieurs clients qui recherchent exactement ce genre de propriété. Des familles aisées, des retraités qui veulent s'installer à Paris, des investisseurs. Je peux commencer à les contacter dès aujourd'hui si vous me donnez votre accord. Faites-le, ai-je dit sans hésiter. Je veux qu'elle soit vendue avant la fin du mois. » Ils sont partis avec leurs dossiers, leurs appareils photos et leur promesse de m'appeler dès qu'ils auraient des offres sérieuses. J'ai refermé la porte derrière eux et me suis adossé contre le bois massif, respirant profondément. C'était fait. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Je me suis promené dans la maison, regardant chaque pièce avec des yeux nouveaux. Le salon où nous avions reçu des invités lors de dîners qui me laissaient toujours épuisée, jouant le rôle de l'hôtesse parfaite pendant que Laurent récoltait les compliments. La salle à manger, où nous avions partagé des milliers de repas en silence, lui absorbé par son téléphone, moi par mes pensées solitaires. La chambre où j'avais passé tant de nuits à fixer le plafond, me demandant pourquoi je n'étais jamais assez bien. Chaque pièce contenait des souvenirs, mais curieusement, je ne ressentais aucune nostalgie. Juste une sorte de détachement froid. Cette maison n'avait jamais vraiment été un foyer. Elle avait été un décor, un cadre magnifique pour une vie qui ne l'était pas. Laurent est rentré ce soir-là de meilleure humeur que d'habitude. Il avait remporté un contrat important, un projet de rénovation pour un client fortuné qui voulait transformer un ancien atelier en loft moderne dans le Marais. Il parlait avec enthousiasme des défis architecturaux, des matériaux innovants qu'il comptait utiliser, de la commission généreuse qui viendrait avec ce projet. C'est exactement le genre de projet qui peut relancer ma carrière, disait-il en se servant un verre de vin rouge, ses yeux brillants d'une excitation que je ne lui avais pas vue depuis des années. Si je réussis celui-ci, je pourrais obtenir d'autres contrats similaires, des clients haut de gamme, de vrais budgets. Je l'écoutais en silence, hochant la tête aux moments appropriés, souriant quand il semblait attendre une réaction positive. Mais à l'intérieur, j'étais ailleurs, j'étais déjà partie. Mon esprit avait quitté cette cuisine, cette maison, cet homme qui parlait comme si j'étais juste un meuble dans le décor de sa vie. « Tu ne dis rien ?» a-t-il remarqué finalement, me regardant avec une pointe de suspicion dans les yeux. « Ça ne t'intéresse pas ? Je suis contente pour toi, » ai-je répondu simplement, ma voix neutre. Il a froncé les sourcils, comme s'il cherchait quelque chose d'anormal dans ma réponse, mais a fini par hausser les épaules et est retourné à son monologue sur les merveilles de l'architecture contemporaine et comment il allait transformer ce vieux atelier en chef-d'œuvre moderne. Cette nuit-là, je dormis mieux que je n'avais dormi depuis des années. Il n'y avait plus ce poids écrasant sur ma poitrine, cette anxiété constante de ne jamais être assez bien, assez mince, assez intéressante, assez désirable. Tout cela s'était évaporé au moment où j'avais décidé de partir. J'ai rêvé que je volais au-dessus de Paris. Je voyais la ville s'étendre en dessous de moi, la Seine serpentant comme un ruban d'argent, les toits gris brillant sous la lune. Et je me sentais légère, incroyablement légère, comme si quelqu'un avait coupé les fils invisibles qui me retenaient, prisonnière, depuis si longtemps. Les offres ont commencé à arriver dès le lendemain. La première était de 3 millions d'euros exactement, d'un couple de jeunes entrepreneurs dans la tech. La deuxième, 2 jours plus tard, montait à 3 100 000 euros d'une famille avec 2 enfants qui voulaient s'installer dans le quartier pour la qualité des écoles. Puis est venue une troisième offre, d'un couple de retraités cherchant leur résidence principale à Paris après avoir vécu toute leur vie en province. Ils offraient 3 300 000 euros, sans conditions particulières et avec une promesse de signature rapide. C'est l'offre parfaite, m'a dit l'agent immobilier au téléphone, son enthousiasme palpable même à travers le combiné. Ils ont les fonds disponibles immédiatement. Pas besoin d'attendre un prêt bancaire. Ils veulent conclure rapidement et ils sont prêts à respecter toutes vos conditions. Ils ont même dit qu'ils adoraient la maison telle qu'elle est et qu'ils ne changeraient rien. « Acceptez », ai-je dit sans hésitation, mon cœur battant fort dans ma poitrine. « Vous êtes sûr ? Vous ne voulez pas attendre de voir s'il y a d'autres offres ? » « Non, acceptez celle-ci. »
maintenant. Pendant tout ce temps, Laurent ne se doutait de rien. Il continuait sa routine habituelle, se lever à 7 heures, prendre son petit déjeuner en lisant les actualités sur sa tablette, partir travailler vers 8h30, rentrer tard le soir, manger ce que je préparais, regarder la télévision et monter se coucher. Parfois il me parlait, parfois non. Cela dépendait de son humeur, de sa journée, de facteurs que je ne comprenais plus et dont je ne me souciais plus. J'ai commencé à vider discrètement nos comptes communs. Pas tout d'un coup, ce qui aurait été trop évident et aurait pu déclencher des alertes bancaires. Mais progressivement, méthodiquement. Un virement ici pour payer une facture de réparation imaginaire. Un retrait là pour des courses qui n'existaient pas. Un autre transfert pour un prétendu cadeau à une amie malade. En une semaine, j'avais transféré près de 50 000 € sur un nouveau compte ouvert uniquement à mon nom dans une banque différente, la BNP Paribas, sur l'avenue de la Grande Armée, loin de notre quartier habituel. J'ai aussi vendu les bijoux que sa mère m'avait offerts au fil des années. Ses colliers en or, ses bracelets ornés de pierres semi-précieuses, ces broches anciennes qu'elle me donnait avec un sourire pincé en disant que c'était la tradition familiale et que je devais les honorer en les portant lors des occasions spéciales. Je ne les avais presque jamais portés. Ils restaient dans leur écrin, dans un tiroir de ma commode, symbole d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment accepté. Maintenant, ils allaient devenir quelque chose d'utile, quelque chose de concret, de l'argent pour ma nouvelle vie. Je les ai apportés chez un bijoutier discret du Marais, dans une petite boutique sur la rue des Rosiers qui ne ressemblait à rien de l'extérieur, mais qui était réputée pour ses évaluations honnêtes. Le propriétaire, un homme âgé avec une loupe attachée à son front, les a examinés soigneusement, pesant chaque pièce, vérifiant les poinçons, évaluant l'or et les pierres. 22 000 €, a-t-il finalement annoncé. Je peux vous payer en liquide si vous préférez. Oui, s'il vous plaît. Il a disparu dans l'arrière-boutique et est revenu avec des liasses de billets qu'il a comptés devant moi. J'ai signé un reçu sous un faux nom, comme il me l'avait suggéré avec un clin d'œil complice. Visiblement, je n'étais pas la première femme à venir vendre des bijoux familiaux pour financer une fuite. J'ai emballé mes vêtements dans des valises que j'ai cachées dans la cave, derrière des cartons de vieux livres et de décorations de Noël que nous n'utilisions jamais. Mes livres préférés, les romans que j'avais lus et relus, les recueils de poésie qui m'avaient accompagné pendant les moments les plus sombres. Mes photos de famille, celles de mes parents, de mon enfance, de la vie que j'avais eue avant Laurent, les quelques objets qui avaient vraiment de la valeur sentimentale pour moi, une boîte à musique que mon père m'avait offerte pour mes 10 ans, un châle brodé de ma grand-mère, des lettres jaunies que ma mère m'avait écrites quand j'étais étudiante. Tout fut soigneusement rangé, étiqueté, préparé pour le départ. Chaque soir, après que Laurent montait se coucher, je descendais à la cave et ajoutais quelques objets de plus. C'était comme démanteler ma vie pièce par pièce, mais au lieu de me sentir triste, je me sentais de plus en plus légère. Et puis est venu le jour de la signature chez le notaire. C'était un mardi matin pluvieux d'octobre. Le ciel était gris, lourd de nuages qui menaçaient de déverser leur pluie à tout moment. Laurent était parti tôt pour un rendez-vous avec un fournisseur de matériaux à Saint-Denis, ne devant rentrer que dans l'après-midi. Je me suis habillée avec soin, choisissant un tailleur bleu marine que je n'avais pas porté depuis des années, celui que je mettais autrefois pour les occasions importantes. Il était un peu serré maintenant, mais je m'en fichais. Je me suis maquillée légèrement. Un peu de fond de teint, du mascara, du rouge à lèvres rose pâle, et j'ai appelé un taxi pour me conduire à l'étude notariale dans le 7e arrondissement. Le trajet a duré 20 minutes. J'ai regardé par la fenêtre, observant Paris défiler sous la pluie fine, les cafés où les gens prenaient leur café du matin sous les auvents, les boulangers qui disposèrent leur pain frais dans les vitrines, les parents qui accompagnèrent leurs enfants à l'école, la vie normale, la vie que j'allais peut-être pouvoir vivre moi aussi, bientôt. Le notaire, Maître Philippe Renard, était un homme d'une 60aine d'années, au visage grave mais bienveillant, avec des lunettes demi-lune et une voix posée qui inspirait confiance. Il m'a fait asseoir dans son bureau aux boiseries sombres et aux fauteuils en cuir et m'a présenté les acheteurs. Monsieur et Madame Olivier étaient un couple charmant dans la fin de la soixantaine. Lui était un ancien professeur d'histoire, elle, une ancienne infirmière.
Ils parlaient avec émotion de leur projet de profiter enfin de Paris après une vie passée à Bordeaux, de leur désir de marcher le long de la Seine, de visiter les musées, de s'imprégner de la culture parisienne qu'ils avaient toujours aimée de loin. « C'est la maison de nos rêves », m'a dit Madame Olivier avec un sourire sincère, ses yeux bleus pétillants de joie. « Nous avons cherché pendant 2 ans. Quand nous avons visité votre maison, nous avons su immédiatement que c'était celle-ci. Elle a une âme. On le sent dès qu'on entre. Nous allons en prendre soin, je vous le promets, a ajouté Monsieur Olivier. Nous respecterons ce que vos parents ont construit. J'ai eu soudain envie de pleurer. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Cette maison, ce lieu qui avait été ma prison dorée pendant si longtemps, allait enfin avoir des occupants qui l'apprécieraient vraiment. Qui y créerait de vrais souvenirs? Qui y vivrait au lieu de simplement y exister? J'en suis certaine, ai-je répondu, ma voix étranglée par l'émotion. Elle mérite des propriétaires comme vous. La signature a pris moins d'1 heure. Les documents ont été paraphés page après page, les explications données par Maître Renard avec sa patience professionnelle, les chèques remis dans des enveloppes scellées. Quand je suis sortie de cette étude notariale, j'avais 3 300 000 € sur mon compte bancaire et plus aucune attache à la vie que j'avais connue. J'ai marché sous la pluie fine qui tombait sur Paris, laissant l'eau mouiller mes cheveux et mon visage. Je me sentais légère, incroyablement légère, comme si quelqu'un avait enlevé un poids de 100 kilos de mes épaules. Ironie du sort, je portais 110 kilos depuis des années. Mais ce n'était pas mon corps qui pesait lourd. C'était la vie que je refusais de quitter. C'était l'amour que je donnais sans jamais le recevoir en retour. C'était la dignité que j'avais abandonnée quelque part entre le jour de mon mariage et cette conversation téléphonique qui avait tout changé. Je suis rentrée à la maison une dernière fois. J'ai récupéré mes valises dans la cave, appelé un autre taxi et quitté les lieux sans un regard en arrière. Je n'ai rien emporté d'autre que ce que j'avais préparé. Pas les meubles, pas la vaisselle, pas les décorations. Laurent pouvait tout garder, tout sauf moi. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. Un mot que j'avais écrit et réécrit dans ma tête pendant des jours. 3 phrases courtes et dévastatrices, écrites à la main sur une feuille de papier blanc. Je t'ai entendu ce jour-là, chaque mot. La maison est vendue et je suis partie. Ne me cherche pas. Laurent ne saurait rien avant ce soir, et quand il rentrerait, il trouverait la maison vide de ma présence, vide de mes affaires, vide de tout ce qui faisait que j'existais dans sa vie. Juste un mot laissé sur la table de la cuisine, un mot qui contenait tout ce que j'avais à dire, et une vengeance parfaite servie dans le silence le plus absolu. Mais je ne savais pas encore que ce n'était que le début, que la vraie tempête n'avait même pas commencé, que Laurent allait découvrir des choses sur lui-même qu'il n'aurait jamais voulu savoir, et que moi, pendant ce temps, j'allais enfin apprendre à vivre. Je me suis installée dans un petit hôtel discret du 11e arrondissement, près de la place de la République. Une chambre simple mais propre, avec une fenêtre qui donnait sur une cour tranquille où poussait un vieux marronnier. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Personne ne savait que j'étais là. Personne ne pouvait me trouver. J'ai éteint mon téléphone portable. Je n'avais aucune envie d'entendre sa voix, de lire ses messages, de subir ses justifications ou ses accusations. Tout ce que je voulais, c'était le silence. Le vrai silence. Pas celui qui pèse et qui fait mal, mais celui qui apaise et qui guérit. J'ai passé les 2 premiers jours à simplement exister. Je dormais tard, commandais des repas dans ma chambre, lisais des livres que j'avais achetés dans une librairie du quartier. Je marchais dans les rues de Paris comme une touriste dans sa propre ville, redécouvrant des coins que j'avais oubliés, m'asseyant dans des cafés où personne ne me connaissait. C'était étrange et merveilleux à la fois. Pour la première fois depuis des décennies, je n'avais aucune obligation. Personne n'attendait que je prépare le dîner, que je nettoie la maison, que je sois disponible et souriante. Je n'étais plus l'épouse de Laurent. Je n'étais plus la fille de mes parents disparus. J'étais juste Mireille, et je devais réapprendre qui était cette personne. Le matin du 3e jour, je me suis réveillée avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de l'anxiété, c'était presque de l'excitation.
comme si mon corps comprenait avant mon esprit que quelque chose d'important était en train de se produire, que je n'étais plus en train de fuir, mais de construire. J'ai pris une longue douche chaude, me laissant savourer la sensation de l'eau sur ma peau sans me presser, sans craindre que Laurent frappe à la porte en se plaignant que je prenais trop de temps. J'ai enfilé des vêtements confortables que j'avais achetés la veille dans une boutique du Marais, un pantalon en lin beige et un pull en cachemire bleu ciel qui me faisait me sentir douce et élégante à la fois. Puis j'ai rallumé mon téléphone. Il y avait 117 appels manqués. 103 venaient de Laurent. Les autres provenaient de sa mère, de quelques connaissances communes, de l'agent immobilier qui voulait confirmer que tout s'était bien passé. Les messages vocaux commençaient de façon prévisible. Les premiers étaient confus. « Mireille, où es-tu ? La maison est vide. Qu'est-ce qui se passe ?» Puis il devenait inquiet. « S'il te plaît, appelle-moi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Ensuite vinrent la colère et les accusations. « Tu n'avais pas le droit. Cette maison était à nous. Comment as-tu pu faire ça sans me dire ?» Et finalement, vers la fin, quelque chose que je n'avais jamais entendu dans sa voix auparavant, la panique pure. « Mireille, je t'en supplie, reviens. On peut en parler. J'ai besoin de toi. S'il te plaît. » Je les ai écoutés tous jusqu'au dernier, assise sur le lit de ma chambre d'hôtel, sans ressentir grand-chose. C'était comme écouter les messages de quelqu'un que je connaissais à peine. Un étranger dont la voix m'était vaguement familière, mais qui n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Dans le dernier message, sa voix était brisée, presque méconnaissable. « Mireille, je sais que j'ai tout gâché, je sais que j'ai été horrible, mais je ne peux pas perdre tout. Pas comme ça. S'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. » J'ai supprimé tous les messages sans répondre. Il y avait aussi plusieurs messages de Maître Beaumont. Elle m'informait que Laurent avait tenté de contacter l'étude notariale, qu'il avait menacé de poursuivre tout le monde en justice, qu'il avait crié pendant 20 minutes au téléphone avant qu'elle ne lui explique calmement qu'il n'avait aucun recours légal. La maison était à moi. La vente était légale. Il ne pouvait rien faire. Il a fini par raccrocher, disait-elle dans son message, et je pouvais presque entendre le sourire dans sa voix. Mais il a dit qu'il vous retrouverait. Soyez prudente, Madame d'Argent. Je n'avais pas peur. Laurent était beaucoup de choses, manipulateur, égoïste, cruel, mais il n'était pas violent. Il n'était pas du genre à forcer une porte ou à traquer quelqu'un dans la rue. Sa violence était psychologique, subtile, distillée goutte à goutte pendant des années, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus qui vous étiez vraiment. Mais maintenant que j'étais loin de lui, je redécouvrais ma propre force. Et elle était bien plus grande que je ne l'avais imaginée. J'ai passé la matinée à marcher le long du canal Saint-Martin. L'automne avait commencé à colorer les arbres et les feuilles tombaient doucement dans l'eau sombre du canal. Des couples se promenaient main dans la main. Des jeunes gens étaient assis sur les quais, riant et buvant du café dans des gobelets en carton. La vie continuait, indifférente à mon drame personnel, et il y avait quelque chose de réconfortant dans cette normalité. Je me suis arrêtée dans une boulangerie et j'ai acheté un croissant aux amandes, encore chaud du four. Je l'ai mangé lentement, assise sur un banc face au canal, savourant chaque bouchée. Pendant combien d'années avais-je refusé de manger ce genre de choses, terrorisée par l'idée de prendre encore plus de poids, de devenir encore plus dégoûtante aux yeux de Laurent. Mais maintenant, ce croissant avait le goût de la liberté. Une semaine après mon départ, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité avant de répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Allô ? Madame d'Argent ?» C'était une voix de femme jeune et nerveuse. « Je m'appelle Anaïs. J'étais une collègue de votre mari. » Mon cœur s'est serré. « Que voulez-vous ?» Il y a eu un silence long et pesant, rempli de tout ce qui n'était pas encore dit. Puis elle a repris, sa voix tremblante. « Je pense que vous devriez savoir quelque chose. Laurent et moi. Nous avons eu une liaison, pendant 3 ans. Le monde a semblé s'arrêter. Non pas parce que j'étais choquée, au fond de moi, je crois que je l'avais toujours su, mais parce que cela confirmait tout ce que je ressentais depuis si longtemps. Les retards inexpliqués, les voyages d'affaires qui semblaient trop fréquents.
les douches qu'il prenait immédiatement en rentrant à la maison, les parfums différents que je détectais parfois sur ses vêtements et qu'il expliquait par des réunions dans des bureaux mal ventilés. Tout avait un sens maintenant. « Pourquoi me dites-vous ça maintenant ?» ai-je demandé, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru possible. Elle a laissé échapper quelque chose qui ressemblait à un sanglot étouffé. « Parce qu'il vient de rompre avec moi. Il m'a dit que c'était fini, que vous aviez tout pris et qu'il n'avait plus d'argent. Il m'a dit que j'étais juste une distraction et que maintenant, il devait se concentrer sur récupérer ce qui lui appartenait. » Elle a reniflé. Je pensais qu'il m'aimait. Je pensais que nous allions finir ensemble une fois qu'il aurait divorcé. Mais ce n'était que des mensonges. Tout était des mensonges. J'aurais dû ressentir de la colère. J'aurais dû crier, pleurer, briser quelque chose. Mais tout ce que je ressentais, c'était une tristesse immense pour cette jeune femme qui avait cru aux mêmes promesses que moi, qui avait été manipulée de la même manière, qui se réveillait maintenant dans le même cauchemar que j'avais vécu pendant 23 ans. « Je suis désolée », ai-je dit sincèrement. « Désolée que vous ayez dû apprendre qui il est vraiment de cette façon. » Elle a pleuré au téléphone pendant quelques minutes. Je l'ai laissée pleurer, sans rien dire, comprenant que parfois la présence silencieuse de quelqu'un qui comprend vaut plus que tous les mots du monde. Puis elle s'est ressaisie et m'a dit quelque chose qui a tout changé. Il a contracté des dettes énormes, des prêts pour des investissements qui ont échoué. Il comptait sur l'argent de la maison pour tout rembourser. Maintenant, je crois qu'il est ruiné. Elle a continué, sa voix devenant plus stable à mesure qu'elle parlait, comme si raconter tout cela était une forme de catharsis. Il m'avait promis un appartement. Il disait qu'une fois qu'il aurait vendu la maison, nous pourrions partir ensemble, commencer une nouvelle vie. Il parlait de voyage, d'un atelier d'architecture qu'il ouvrirait avec moi comme associé. Tout était si convaincant. « Il est doué pour ça », ai-je murmuré, pour faire croire aux gens qu'ils sont spéciaux, qu'ils sont l'exception. « Vous aussi ?» a-t-elle demandé, et j'ai entendu l'étonnement dans sa voix. « Moi aussi. Il y a 23 ans, j'ai cru que j'étais la femme de sa vie, que notre amour était différent, unique, éternel. » Nous sommes restées silencieuses un moment. Deux femmes connectées par la même douleur, la même trahison, le même homme qui avait su exactement quoi dire pour nous faire croire en des mensonges magnifiquement emballés. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur le lit de ma chambre d'hôtel, fixant le plafond. Laurent était endetté. Laurent avait une maîtresse. Laurent m'avait menti sur absolument tout pendant des années. Et maintenant, il n'avait plus rien. Une partie de moi s'est sentie coupable. Une toute petite partie qui avait été conditionnée pendant si longtemps à me soucier de lui, à le protéger, à mettre ses besoins avant les miens. Mais cette partie était faible maintenant, presque inexistante. La plus grande partie de moi, celle qui avait été piétinée, ignorée et insultée pendant des décennies, se sentait enfin libérée. Laurent m'avait appelé un hippopotame. Il avait dit que je lui donnais envie de vomir. Il avait admis qu'il ne restait avec moi que pour mon argent. Et maintenant, cet argent avait disparu. La maison avait disparu. Et moi aussi. Je me suis levée et me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Le même corps que Laurent trouvait si répugnant. Les mêmes courbes qu'il critiquait chaque fois qu'il pensait que je ne faisais pas assez d'efforts. Mais en me regardant maintenant, je ne voyais plus ce qu'il voyait. Je voyais une femme qui avait survécu. Une femme qui avait trouvé le courage de partir. Une femme qui méritait mieux. J'ai décidé qu'il était temps de répondre. Pas par téléphone. Pas en personne. Mais par un message, court, direct, final. J'ai tapé lentement sur mon téléphone. « Laurent, je t'ai entendu ce jour-là, chaque mot. Et maintenant tu comprends ce que ça fait de perdre quelque chose d'important. La différence, c'est que ce que tu as perdu était juste de l'argent. Ce que moi j'ai perdu, c'était ma dignité. Et contrairement à toi, j'ai finalement trouvé le courage de la récupérer. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à construire une nouvelle vie. J'ai trouvé un appartement à louer dans le 12e arrondissement, près du bois de Vincennes. Un petit 2 pièces avec un balcon qui donnait sur un parc. Rien de luxueux, mais c'était à moi.
un espace où je pouvais respirer. Le propriétaire, un homme âgé avec des lunettes rondes et un sourire bienveillant, m'a fait visiter l'appartement un mardi après-midi. Ma femme est décédée l'année dernière, m'a-t-il confié en ouvrant les volets pour laisser entrer la lumière. Elle adorait cet endroit. Je pense qu'elle aurait aimé savoir que quelqu'un recommence sa vie ici. Ces mots m'ont touché plus profondément qu'il ne pouvait l'imaginer. Je me suis inscrite dans une salle de sport. Non pas pour perdre du poids, j'en avais fini avec l'idée que je devais changer mon corps pour plaire à quelqu'un, mais parce que je voulais me sentir forte, physiquement forte, mentalement forte. La première fois que je suis entrée dans cette salle, j'ai ressenti une vague d'insécurité. Tous ces corps jeunes et athlétiques, tous ces miroirs qui reflétaient chaque imperfection. Mais puis j'ai vu une femme, peut-être dans la soixantaine, qui soulevait des poids avec une détermination farouche. Elle m'a souri. Et dans ce sourire, j'ai vu de la solidarité, de la compréhension. J'ai pris aussi des cours de peinture dans un atelier communautaire. C'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que Laurent trouvait inutile. « Pourquoi perdre du temps avec ça ?» disait-il. Mais maintenant, je n'avais plus besoin de sa permission. Je pouvais perdre mon temps comme je le voulais. Le professeur, une femme énergique nommée Claire avec des cheveux courts teints en violet, m'a accueilli avec enthousiasme. « Vous n'avez jamais peint. Parfait. Ça signifie que vous n'avez aucune mauvaise habitude à désapprendre. » Au cours de ce premier atelier, j'ai peint quelque chose d'abstrait, des tourbillons de bleu et de gris qui représentaient peut-être la tempête intérieure que je traversais. Ou peut-être le calme qui venait après. Je ne savais pas exactement, mais ça n'avait pas d'importance. C'était mien. Et lentement, doucement, j'ai commencé à me reconstruire. Chaque jour était un petit pas vers la personne que j'aurais dû être depuis le début. Un matin, environ 3 semaines après mon départ, j'ai reçu une visite inattendue à mon nouvel appartement. J'ai entendu frapper à la porte alors que je prenais mon café sur le balcon. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Anaïs debout dans le couloir, l'air hésitant et vulnérable. « Je suis désolée de venir sans prévenir », a-t-elle dit rapidement. « J'ai obtenu votre adresse par... peu importe comment. Je devais vous voir, je devais vous parler. Je l'ai fait entrer. » Elle était plus jeune que je l'avais imaginé, peut-être 30 ans au maximum, avec de longs cheveux bruns et des yeux qui portaient les marques de nombreuses nuits blanches. Nous nous sommes assises dans mon petit salon. Je lui ai offert du thé qu'elle a accepté avec des mains tremblantes. « Je ne sais pas par où commencer », a-t-elle dit en regardant sa tasse. « Je me sens tellement stupide, tellement naïve. »« Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, » lui ai-je assuré. « Vous étiez manipulé. Il y a une différence. » Elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu des larmes briller. « Comment pouvez-vous être si gentille avec moi ? J'ai eu une liaison avec votre mari pendant 3 ans. Je suis la raison pour laquelle... » « Non, » l'ai-je interrompu fermement. « Vous n'êtes pas la raison. Laurent est la raison. Lui seul. S'il ne vous avait pas trouvé, il en aurait trouvé une autre. Le problème n'était jamais vous, ni moi. C'était lui. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté comment ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence d'architecture à Lyon. Comment il l'avait poursuivi avec une détermination flatteuse. Comment il lui avait peint un portrait de son mariage comme quelque chose de mort depuis longtemps, une simple formalité qu'il maintenait par obligation. Il disait que vous ne le compreniez pas, m'a-t-elle confié, les joues rouges de honte, qu'il se sentait seul, qu'il avait besoin de quelqu'un qui partage ses passions intellectuelles. J'ai souri amèrement. Laurent et ses passions intellectuelles. Comme si lire Le Monde et regarder des documentaires sur l'architecture faisait de lui un intellectuel incompris. Mais je ne savais pas encore que Laurent n'avait pas dit son dernier mot, qu'il y aurait une dernière confrontation, une dernière tentative de sa part pour reprendre le contrôle, et que cette fois, je serais prête. 3 mois passèrent. 3 mois pendant lesquels je me réveillais chaque matin avec un sentiment de légèreté que je n'avais jamais connu. Mon appartement près du bois de Vincennes était devenu mon sanctuaire. Les murs que j'avais peints moi-même dans des tons doux de bleu et de crème. Les plantes que j'avais placées sur chaque rebord de fenêtre. Les toiles que je peignais pendant mes cours et que j'accrochais fièrement sur mes murs. J'avais aussi commencé à voir une thérapeute, Dr Sylvie Martin,
une femme dans la cinquantaine qui m'aidait à démêler les années de manipulation et de dévalorisation. Les premières séances furent difficiles, pleines de larmes et de réalisations douloureuses sur tout ce que j'avais accepté, tout ce que j'avais ignoré, tout ce que j'avais sacrifié pour un homme qui ne me voyait que comme un portefeuille ambulant. « Vous êtes incroyablement courageuse », me dit-elle un jour, alors que je lui racontais comment j'avais vendu la maison et disparu. « Beaucoup de femmes dans votre situation restent paralysées par la peur, mais vous avez agi, vous vous êtes sauvée. » Ces mots résonnèrent en moi pendant des jours. Je m'étais sauvée, moi, personne d'autre. J'avais pris ma vie en main et j'avais fait le choix le plus difficile et le plus nécessaire qui soit. Un après-midi d'octobre, alors que je me promenais dans le bois de Vincennes en regardant les feuilles prendre leurs couleurs automnales, mon téléphone sonna. C'était Maître Beaumont. « Madame d'Argent, j'ai des nouvelles. Votre mari a finalement signé les papiers du divorce. Il n'a plus le choix. Ses créanciers le poursuivent et il a besoin de régulariser sa situation financière. » Mon cœur fit un bond. C'est vraiment fini? Officiellement, dans quelques semaines, une fois que le juge aura validé tout. Mais oui, c'est fini. Vous êtes libre. Je m'assis sur un banc, regardant les canards glisser sur le lac devant moi. Libre. Le mot était si étrange et si beau à la fois. 2 semaines plus tard, je reçus un appel inattendu. C'était Anaïs, la jeune femme qui m'avait révélé la liaison. « Madame d'Argent, je sais que je n'ai pas le droit de vous demander ça, mais pourriez-vous accepter de me rencontrer? Juste pour prendre un café. J'ai besoin de vous parler. » J'hésitais. Revoir quelqu'un lié à Laurent, même indirectement, n'était pas quelque chose que je désirais, mais quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité, une sincérité, me toucha. « D'accord, » dis-je finalement. « Demain, 15 heures, au café Le Perchoir dans le 11e. » Elle arriva en avance. Je la reconnus immédiatement. Une jeune femme d'environ 30 ans, avec de longs cheveux bruns et des yeux rougis qui trahissaient des nuits de pleurs. Elle se leva quand je m'approchais et me tendit une main tremblante. « Merci d'être venue. Je ne savais pas si vous accepteriez. » Nous nous assîmes. Je commandai un thé, elle un café qu'elle toucha à peine. « Je voulais vous dire que je suis désolée, » commença-t-elle, les larmes coulant déjà. Je ne savais pas. Enfin, je savais qu'il était marié, mais il m'avait dit que c'était une relation morte, qu'il restait juste pour des raisons financières, qu'il ne vous aimait plus depuis longtemps. Ce n'est pas vous qui me devez des excuses, dis-je doucement. C'est lui. Il nous a manipulés toutes les deux. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Quand il a rompu avec moi, il a dit des choses horribles. Il a dit que j'étais naïve, que je ne représentais rien pour lui, que je n'étais qu'un moyen de supporter sa vie ennuyeuse avec vous. Elle me regarda avec une expression brisée. « Comment avez-vous fait? Comment avez-vous trouvé la force de partir ?» Je réfléchis un moment avant de répondre. J'ai arrêté d'attendre qu'il change. J'ai arrêté de croire que si je devenais meilleure, plus mince, plus intéressante, il finirait par m'aimer vraiment. J'ai compris que le problème n'était pas moi. Le problème, c'était lui. Et qu'aucun amour, aucune patience, aucun sacrifice de ma part ne changerait jamais ça. Anaïs pleura encore un peu puis se redressa. « Vous m'inspirez, vraiment. Je veux être aussi forte que vous un jour. »« Vous le serez, » lui assurai-je. « Mais d'abord, vous devez vous pardonner d'avoir cru en lui. Nous avons toutes besoin de ce pardon. » Nous parlâmes pendant presque 2 heures. Elle me raconta comment Laurent lui avait promis un avenir ensemble, comment il l'emmenait dans des hôtels luxueux avec mon argent, comment il critiquait constamment mon apparence et ma personnalité devant elle pour justifier son infidélité. Chaque révélation était un coup de poignard. Mais curieusement, cela ne me faisait plus mal. C'était comme regarder la vie de quelqu'un d'autre. Une vie que j'avais quittée et qui ne me définissait plus. Quand nous nous séparâmes, elle me serra dans ses bras. « Merci pour votre gentillesse, pour ne pas m'avoir haï. Nous sommes toutes deux des survivantes, » répondis-je. « Les survivantes doivent se soutenir. » Le jour où le divorce fut officiellement prononcé, je me rendis dans un restaurant que j'aimais dans le Marais. Un petit bistrot avec des nappes à carreaux rouges et une cuisine française authentique. Je commandai un magret de canard, un verre de vin rouge et un fondant au chocolat.
Je mangeais lentement, savourant chaque bouchée. Non pas parce que j'avais particulièrement faim, mais parce que c'était mon choix, ma décision, mon moment. À la table d'à côté, un couple âgé se tenait la main en riant. Je les observais avec un mélange de mélancolie et d'espoir. J'avais cru que j'aurais ça avec Laurent. Cette complicité, cette tendresse. Mais peut-être que ce n'était pas trop tard. Peut-être qu'à 48 ans, je pouvais encore trouver quelque chose de réel. Ou peut-être que je pouvais simplement être heureuse seule. Après le dîner, je marchais jusqu'à la Seine. La nuit était fraîche, le ciel dégagé. Je m'appuyais contre le parapet et regardais les lumières se refléter sur l'eau noire du fleuve. Mon téléphone vibra. Un message de Maître Beaumont. « Tout est finalisé. Félicitations, Madame d'Argent. Vous êtes officiellement une femme libre. » Je souris. Une femme libre. C'était exactement ce que j'étais. Quelques semaines plus tard, je reçus une dernière lettre de Laurent. Elle était arrivée à l'adresse de mon avocate, qui me l'a transmise avec un regard interrogateur. « Vous voulez que je l'ouvre pour vous ?» demanda-t-elle. « Non, dis-je. Je vais le faire. » J'attendis d'être rentré chez moi pour décacheter l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec quelques lignes écrites à la main. « Mireille, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne te demande pas de le faire. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris trop tard qui tu étais vraiment. Tu n'étais pas un hippopotamo. Tu étais la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Et je suis un imbécile de ne pas l'avoir vue avant. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Laurent. » Je relus la lettre plusieurs fois. Il n'y avait pas de colère en moi, pas de satisfaction non plus. Juste une sorte de paix tranquille. Laurent avait finalement compris. Mais cette compréhension venait trop tard. Bien trop tard. Je pliai la lettre et la rangeai dans un tiroir. Un jour, peut-être, je la relirai et elle ne me ferait plus rien. Mais pour l'instant, elle était juste un rappel de tout ce que j'avais surmonté. Les mois suivants furent remplis de découvertes. Je voyageais pour la première fois de ma vie. Un court séjour à Lyon, puis un week-end à Bordeaux. Je m'inscrivis à un club de lecture où je rencontrais des femmes formidables qui étaient passées par des épreuves similaires. Nous partagions nos histoires, nos peurs, nos victoires. Et dans cette solidarité, je trouvais une nouvelle forme d'amour. Un amour qui ne dépendait pas d'un homme, d'une relation ou d'une validation extérieure. Un amour de moi-même, de qui j'étais, de qui je devenais. Un an après mon départ, je retournais dans le 15e arrondissement, près de l'ancienne maison. Je ne sais pas ce qui me poussa à le faire. Peut-être la curiosité. Peut-être le besoin de fermer définitivement ce chapitre. La maison était magnifique. Les nouveaux propriétaires avaient refait le jardin, ajouté des volets colorés, planté des roses grimpantes sur la façade. C'était vivant, chaleureux, exactement ce qu'elle aurait toujours dû être. Je restai là quelques minutes, observant depuis le trottoir. Puis je souris, me retournai et partis sans un regard en arrière. Ce soir-là, dans mon appartement près du bois de Vincennes, je peignis une toile. C'était un autoportrait. Pas comme j'étais, avec mes 110 kilos et mes cheveux grisonnants, mais comme je me sentais. Forte, lumineuse, libre. Je l'accrochai au-dessus de mon lit. Et chaque matin, en me réveillant, c'était la première chose que je voyais. Un rappel que j'avais survécu, que j'avais choisi ma propre valeur, que personne ne pourrait plus jamais me diminuer. Mireille d'Argent n'était plus l'épouse silencieuse qui supportait les insultes. Elle était une femme qui avait repris sa vie en main, une femme qui avait transformé la douleur en force, une femme qui savait maintenant que le poids le plus lourd qu'elle portait n'avait jamais été son corps, mais l'amour non partagé qu'elle refusait de lâcher. Et maintenant qu'elle l'avait lâché, elle pouvait enfin voler. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné avec quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreuses à avoir dû apprendre que notre valeur ne dépend pas du regard d'un autre, que la liberté vaut tous les sacrifices, et que parfois, le plus grand acte d'amour qu'on puisse faire, c'est de s'aimer soi-même assez pour partir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce moment final de mon histoire, c'est parce que quelque chose en vous a reconnu cette douleur, ou peut-être cette force. Peut-être avez-vous vu un peu de vous-même dans ce voyage que je viens de partager.
Je sais que ça n'a pas été facile à écouter. Je sais que chaque mot a peut-être touché des blessures que vous pensiez déjà cicatrisées, ou qui saignent encore en silence dans votre poitrine. Mais c'est pour cela que je devais raconter, parce qu'il y a des histoires qui ne peuvent pas mourir dans le silence. Il y a des vérités qui doivent être dites à voix haute pour que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules. Pendant des décennies, j'ai porté un poids qui n'était pas le mien. Je pensais que le problème venait de mon corps, de mon apparence, de mon incapacité à être suffisante. Mais la vérité, c'est que j'ai toujours été suffisante. Le problème n'a jamais été moi. Et si vous écoutez ceci maintenant et que vous reconnaissez cette sensation, je veux que vous sachiez. Le problème n'a jamais été vous non plus. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous ressentez en ce moment, si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous auriez fait le même choix que moi, ou si vous auriez pris un chemin différent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que notre vérité, notre courage, notre moment. S'il vous plaît, laissez un commentaire en me disant « Qu'avez-vous pensé de ce récit? Auriez-vous pris la même décision que moi? Et d'où m'écoutez-vous en ce moment précis? Je veux savoir si c'est d'une petite ville, d'une capitale, d'un autre pays où le français est aussi parlé. Je veux sentir que nous sommes connectés, vous et moi, à travers ces mots. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ont déjà vécu quelque chose de similaire. Peut-être pas exactement pareil, mais assez proche pour que la douleur soit reconnaissable. Peut-être avez-vous aussi entendu des mots que vous n'auriez jamais dû entendre. Peut-être vous êtes-vous aussi demandé si ça valait la peine de continuer, si ça valait la peine de partir, si vous aviez la force de recommencer. Si c'est votre cas, je veux que vous sachiez que oui, vous avez cette force. Même quand cela semble impossible. Même quand la peur est plus grande que l'espoir. La force est en vous, attendant le bon moment pour émerger. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'entendre l'histoire d'une autre femme qui a osé franchir ce pas pour trouver le courage de franchir le nôtre. Écrivez dans les commentaires. Racontez votre histoire, même si ce n'est que quelques mots. Dites si vous avez déjà dû choisir entre votre dignité et votre zone de confort. Dites si vous êtes encore à ce carrefour, essayant de décider quel chemin suivre. Il n'y a pas de jugement ici, seulement de la compréhension. Et si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, espoir, colère, tristesse, libération, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'il y a beaucoup d'autres histoires comme celle-ci qui attendent d'être racontées. Des histoires de femmes qui ont trouvé la force là où personne ne l'imaginait. Des histoires de nouveaux départs, de dignité retrouvée, de vie transformée, peu importe votre âge, 60 ans, 70, 80. Il n'est jamais trop tard pour vous choisir vous-même. Il n'est jamais trop tard pour dire ça suffit. Il n'est jamais trop tard pour réaliser que vous méritez le respect, l'amour véritable et la dignité. Laissez votre commentaire. Votre voix compte. Votre expérience compte. Et peut-être, juste peut-être, en partageant ce que vous avez vécu ou vivez encore, vous aiderez une autre femme à trouver le courage qu'elle cherche. Parce que c'est ainsi que nous nous sauvons les unes les autres. À travers les histoires que nous osons raconter. D'où m'écoutez-vous aujourd'hui? De quelle ville? De quel pays? Je veux savoir que je ne parle pas seul dans le vide, mais à des cœurs qui battent avec le mien, même à distance. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et continuez avec moi dans ce voyage d'histoire réelle, de femmes réelles, de courage réel. Parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Et ensemble, nous pouvons nous rappeler les unes aux autres que nous avons toujours valu bien plus que ce qu'on nous a fait croire. Parfois, je me demande combien de femmes écoutent ceci maintenant et reconnaissent leur propre vie dans ces mots. Combien tiennent leur téléphone avec des mains tremblantes, ressentant cette oppression dans la poitrine qui vient quand quelque chose résonne si profondément que ça fait mal. Si vous êtes l'une de ces femmes, sachez que je vous vois. Je vous reconnais. Et je comprends. Chaque commentaire que vous laissez, chaque histoire que vous partagez, n'est pas seulement pour moi. C'est pour toutes les autres femmes qui viendront après vous, qui liront vos mots et penseront « Si elle a pu le faire, peut-être que je peux aussi. » Vous n'imaginez pas le pouvoir que vous avez en partageant votre expérience, même si elle semble petite ou insignifiante.
Votre voix peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si vous êtes encore prisonnière, encore en train de rassembler votre courage, encore en train de douter de votre capacité à franchir ce pas, je veux que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. La libération ne se produit pas en un seul jour. Elle commence par une décision, puis une autre, et puis encore une autre. Un jour à la fois, un pas à la fois, jusqu'à ce que vous regardiez en arrière et réalisiez tout le chemin parcouru. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de m'avoir donné votre temps, votre attention, votre cœur. J'espère vous retrouver bientôt, dans une prochaine histoire, dans un prochain moment de connexion véritable. À bientôt. Et souvenez-vous, vous êtes suffisante. Vous l'avez toujours été.